Bonjour, ici Louise Mercier et aujourd'hui, je suis en compagnie d'un ex-dragon qui est François Lambert. François Lambert, il a été connu au niveau justement de l'émission des Dragons principalement, mais il a quand même fait des choses avant au niveau entrepreneurial. Mais c'est pas tant le niveau entrepreneurial qu'on connaît de lui que je veux parler aujourd'hui. Je veux parler de comment il a pu se rendre là. Donc, un côté qu'on connaît un peu moins de M. Lambert. Salut Louise. Bonjour François. Donc, François, j'ai, bien évidemment, comme toute personne, avant de t'interviewer, j'ai été sur Internet. Il y a toutes sortes de choses qui sont sur Internet. C'est assez intéressant, divertissant, mais... Assez intéressant. Mais moi, ce que j'ai retenu le plus, c'est qu'à un moment donné, dans une entrevue, tu nous montrais ton coin de l'Outaouais, d'où tu viens, Oui. où tu as une terre. Puis, j'ai retenu aussi, à un moment donné, que tu as dit, écoute, moi, là, j'étais pauvre. Oui. J'étais pauvre avant, là. Tu sais, mes parents, là, ils n'étaient pas fortunés. Puis, il a fallu que je sorte là-dedans. Fait qu'on s'entend qu'ici, au Québec, la majorité des gens, le revenu familial, il est en bas de 100 000, là. Oui. Hein? Puis même en bas de 75 000. Fait que je me dis, il y a peut-être des gens dans ça qui ont une fibre entrepreneur, qui aimeraient ça, faire quelque chose, puis ils pensent qu'ils ne seraient pas capables de le faire. Bien, tu sais, l'argent vient pas en priorité. C'est certain qu'il y a des projets d'affaires qui ne verront jamais le jour. Ouais. Manque d'argent. Et ça peut arriver malgré la bonne idée. Mais c'est pas ça le plus important. L'important, c'est d'avoir la bonne idée, de mettre le cœur au travail, puis pas travailler comme un fou, là. Travailler efficacement, puis d'être un peu chanceux. C'est sûr que ça prend de la chance, mais l'argent n'est pas là. Moi, je viens d'une famille, puis on était pauvres, mais on vivait pas pauvrement. Je n'ai jamais senti, moi, que j'étais un pauvre. Mon père n'était pas une victime. Mes parents n'étaient pas une victime. On était 4 enfants. Et aujourd'hui, c'est presque immoral d'avoir 2 enfants dans la même chambre. Bien, nous, on était 4 enfants dans la même chambre. Et la chambre, c'était des lits cordés, puis on avait 2 garçons, 2 filles dans la même chambre. Et on n'a pas manqué d'amour, puis on n'a pas besoin. C'était pas la souffrance, c'était comme ça. Okay. Et on vivait pas pauvrement. Et c'est ça qui était important, parce qu'on peut être pauvre et vivre pauvre. On peut être pauvre, puis se comporter dignement, puis de travailler et d'être fier de ce qu'on accomplit, malgré que l'argent ne rentre pas au rendez-vous, là. Mais ce qui était important quand j'étais jeune, moi, c'était quoi? J'étais dans les années 80, donc c'était d'avoir des Levi's comme tout le monde, puis des souliers Adidas. Ouais. Mon besoin, c'est chaque personne a ses besoins. Mon besoin était comblé parce que je pouvais aller à l'école puis j'étais comme tout le monde. C'était ça. Ton besoin identitaire, il était comblé. Ben oui, parce que mes amis ça. avaient ça, moi aussi j'avais ça. Donc, quoi demander de plus? Que mon père n'arrache pour mettre de l'argent sur la table, c'était pas mon problème parce que je le savais pas. Ouais. Il se plaignait pas tous les jours, là. Bien entendu, on ne faisait pas de voyage. Mais c'est pas essentiel non plus, là. Okay. Donc, c'est ça, dans le fond, que mes parents m'ont inculqué, c'est, regarde, il faut être fier de ce qu'on fait. Et surtout, ne pas être envieux. Tu sais, l'envie est la pire chose pour le voisin gonflable, bien entendu. Ouais. Mais l'entrepreneur, si on commence à se comparer, on va toujours se comparer et on ne sera jamais heureux. Donc, il ne faut pas se comparer. Moi, je ne me suis jamais comparé à personne. Je suis heureux où je suis. J'ai toujours été heureux où j'étais. Puis, c'est pas l'argent qui m'amène le bonheur. C'est pas d'en manquer qui me manquait le bonheur. C'est d'être heureux et de faire ce qu'on veut faire dans la mesure du possible. C'est ça qui était ma priorité d'enfant. OK. Bien, c'est super. Fait, au moins, dans le fond, tu sais, on entend souvent fake it until you make it. Vous n'aviez même pas besoin de fake it. Vous étiez déjà heureux. Vous aviez déjà ça à base, là. Oui, mais c'est certain que lorsqu'on se lance en affaires, on ne peut pas le dire à nos fournisseurs qu'on est pauvre parce qu'on n'aura pas de clients. On les aura pas, les clients. Ouais. Donc, on ne peut pas avoir des... Il faut jouer le big shot. Faut agir comme des grands. Mais c'est certain que tu espères que tu n'aies pas un coup dur à un moment donné parce que tu vas être obligé tu vas être déculotté si tu veux. Tu sais. Ouais. Mais c'est certain qu'en affaires, à un moment donné, faut que tu as l'air un peu au-dessus de tes affaires pour convaincre un client d'embarquer avec toi. Ouais. Et ça, on le fait, mais on a livré la marchandise. Et c'est ça qui est toujours important, puis ça me représente dans mon style de vie. Moi, je m'entraîne, je suis un gars compétitif, extrêmement compétitif, mais pas maladif. Moi, compétitif, pour moi, c'est d'emmener les autres à se dépasser en même temps que moi, je me dépasse. Puis le matin, je nage avec des chums depuis 25 ans. Et ils m'ont dit l'autre jour, ils disent, toi, François, si la compétition n'existait pas, tu l'inventerais. Et c'est vrai parce que j'ai besoin de challenge. Okay. Je leur tire la pipe constamment. Puis je dis, hey, vous n'êtes pas capable de me suivre. Ben oui, regarde, on va aller encore plus vite. Ça vous fait mal, ça va vous faire encore plus mal. Okay. On s'amuse là-dedans. Tu sais, c'est pas pour dire, hey, je suis vraiment meilleur que vous autres, puis vous n'êtes pas capable de me suivre. C'est pas ça le but. C'est de leur tirer la pipe, puis savoir qu'on force tout en même temps, puis ça nous fait tous mal.
également. Bien, c'est parce que ça fait motiver les autres aussi à faire plus et à faire mieux. Bien, c'est ça. C'est OK. le même c'est le même, je le vois dans les sports, et c'est le même que je vois la compétition dans la vraie vie. C'est pas quelque chose qui me fait mal, c'est quelque chose qui nous force à nous dépasser. OK. Puis, quand tu étais jeune, justement, c'est quoi qu'il y a eu? T'as-tu eu un déclic à un moment donné de dire, ben moi, je veux pas être un employé, puis je veux faire travailler des gens pour créer de l'emploi? Parce qu'on s'entend qu'un entrepreneur, ça crée de l'emploi, là. Je vais te contredire un peu. Dans le fond, je peux raconter n'importe quoi, là, mais la réalité, quand j'étais jeune, je tripais de voir les hommes d'affaires. C'est ça qui me faisait, qui m'allumait. Moi, joueur de hockey, ça ne m'allumait pas pantoute. C'est quelqu'un qui a un talent qui... Mais je trouvais ça le fun, j'aime ça écouter le hockey, mais c'est pas quelque chose qui me faisait triper tant que ça. C'est pas ça que tu voulais devenir. Mais un homme d'affaires qui deal des affaires, puis qui a l'air heureux dans ce qu'il fait, moi, c'est ce qui m'allumait. Et j'avais des beaux exemples alentour de moi. Puis, mais la réalité, là, c'est que je voulais être riche. OK. On va se compter, on peut pas se compter de peur, là. Mais il y en a plein qui veulent être riches, là. Je voulais quand même que je voyais qu'on était heureux. Quand même, je voyais qu'on vivait bien malgré la pauvreté. Je voyais bien que mon père n'avait pas de liberté. Tu te lèves le matin, tu travailles jusqu'au soir parce que tu es payé à l'heure. Tu travailles sur une ferme, tu fais pas... Donc, il y avait pas... il manquait l'élément liberté qu'il n'avait pas. Et que moi, je voulais absolument avoir. Et la liberté vient avec une indépendance financière à un moment donné. Donc, c'est certain que je voulais être riche. Cependant, est-ce que j'ai travaillé à tous les jours pour l'argent? Absolument pas. On ne travaille pas pour ça. Il y a une nuance à faire. Je voulais être riche, mais il a fallu que je me trouve une passion puis une raison de vivre pour éventuellement espérer que ça rapporte de l'argent. Mais je ne me suis jamais levé le matin pour dire « Hey, là, il faut que ça rapporte. » là. Oui, mais pas dans le seul but, il fallait que j'aie du fun. Et quand j'avais plus de fun, je l'ai vendu l'entreprise. Mais je suis sorti avant de la vendre parce que là, j'avais plus de fun là-dedans. Ça, tu parles de ton centre d'appel. Exactement. Ça, c'est ta première entreprise? C'est ma deuxième. Ma première, ça s'appelait AIVA Technologies, qui existe encore aujourd'hui. On fait des logiciels comme par hasard de centre d'appel. OK. Et bien, dans le fond, cette compagnie-là est née d'une mauvaise bonne idée. On a fait de la reconnaissance de la parole, comme Siri aujourd'hui fait, comme Alexa Home et Google Home. On était juste 25 ans en avance de notre temps. Et avoir une bonne idée, c'est bien, il faut qu'elle soit de son temps. On n'était pas dans notre temps, donc on a abandonné ça. Il y a un moment donné, il y a une opportunité de centre d'appel qui s'est présentée. Moi, je n'ai jamais rêvé de faire un centre d'appel. Là. Ouais. C'était pas mon objectif de vie, mais absolument pas. Puis, il y a une opportunité qui s'est présentée. Et ce que j'avais oublié, c'est que ça faisait une dizaine d'années que je travaillais comme consultant dans les domaines de centre d'appel. Et je l'avais, mon idée d'entreprise, dans ma face tout le temps. Je refusais de l'avoir. Okay. C'est ce que je dis aux jeunes puis aux moins jeunes qui veulent se lancer en affaires. Regardez pas inventer le bouton 4 trous. Votre idée d'entreprise, elle touche dans ce que vous faites. Et c'est ça qui est important. Il ne faut pas chercher à la réinventer puis s'en aller dans un autre domaine. Ça ne marche pas comme ça. C'est une petite chose qu'on voit tous les jours, qu'on veut améliorer. Et il y avait une opportunité dans le centre d'appel pour faire différemment. On a fait différemment et on est devenu le plus gros au Canada. Puis là, quand tu dis « on », c'est que tu avais des partenaires aussi avec... Donc, toi, tu as été approché pour faire un centre d'appel ou... Ça ne s'est pas passé comme ça, c'est qu'on cherchait. Après le Voice Portal qui n'a pas fonctionné, la reconnaissance de la parole, bon, j'étais avec Georges Caram, on était deux. Puis, on tourne en rond, puis on cherche la prochaine bonne idée, mais on ne veut plus retourner travailler pour quelqu'un. Ça, cette décision-là est prise. On fait la consultation, on cherche. Vers où qu'on va s'en aller? C'est quoi notre futur? Est-ce qu'on a un futur comme entrepreneur? Ça va-tu réussir? On avait toutes ces questions-là qu'on se posait. Puis à un moment donné, j'entends dans un meeting que où j'étais consultant avait besoin d'employés de centre d'appel. Et on avait déjà regardé tâter le terrain avant si on voulait, si on pouvait faire ça. Et l'opportunité s'est présentée, puis il y a quelqu'un qui nous a donné une première chance. Dans le fond, il ne nous a pas donné une chance, il nous a prêté sa confiance. Tu sais, dans le fond, on dit tout le temps, j'ai eu une chance. Non. Le gars, lui, a bien plus. Moi, je n'avais jamais fait du centre d'appel de ma vie. J'avais zéro risque. Hein? Est-ce que c'était risqué pour moi de me lancer en affaires? Pantoute, je n'avais jamais fait ça de ma vie. J'ai juste dit, je vais le faire parce qu'il y a une opportunité. Et celui qui a pris le risque, c'est lui qui m'a donné le contrat. Donner un contrat à quelqu'un qui n'a jamais fait ça de sa vie parce qu'il nous connaissait et il savait qu'on était bien, on était travaillant et qu'on n'était pas pour le laisser tomber. Donc, il nous a prêté sa confiance. Il aurait pu la reprendre à tout moment. Parce que c'est ça, la confiance, on la prête. Oui, mais en même temps, vous l'aviez déjà démontré que vous étiez des personnes responsables, qu'on pouvait compter sur. Mais là, j'étais dans un autre domaine. Okay. Mais il reste que la personne qu'on est reste la même personne, peu importe le domaine. Et ça a fonctionné. On avait un week-end pour prouver qu'on était bon. Et ça un week-end seulement? Ben oui, on avait un contrat, nous autres, de 3 jours. Trouvez-nous 20 employés.
faites le nombre de ventes, si ça marche, on continue. Tu sais, c'était vraiment OK. de monter une entreprise avec 20 employés basée sur 3 jours d'expérience, là. Wow. OK, non, mais C'était ça écoute, passe il a ou ça fallu- casse, là. Ouais, OK. Et ça a marché. Wow. Ça aurait pu arrêter là après 3 jours. Ça a marché, puis on a vendu 12 ans plus tard avec 3000 employés, 8 ans plus tard. OK. Mais vous êtes 2004 à devenu 2012. quand même partenaire. Tu sais, vous a donné cette chance-là, mais en même temps. Ben, après ça, on est un partenaire d'affaires. Moi, tous mes clients, puis ce que je dis au monde, c'est que nos clients deviennent nos amis. OK. Donc, c'est parce que si on va une relation d'affaires qui a du bon sens, c'est pas notre client, fournisseur, puis on se déteste. Non, c'est vraiment, on devient amis. C'est des gens que je voyageais avec, que j'invitais, pas par pot de vin, là, c'est pas du tout. Non, Ça non. devient des amis. On voyage ensemble, on va jouer au golf ensemble, on mange ensemble. OK. On est plus que client-fournisseur. Et ça règle bien des problèmes lorsque tu as un problème de cash flow. Tu peux l'appeler parce que c'est ton ami, puis tu dis, regarde, tu me presses un chèque, là, ça fait 3 mois là, que j'attends, puis je suis un peu serré dans mes finances. Ouais. Parce que c'est ton ami. OK. Ah, c'est super. Ouais. Puis là, en bout de ligne, là, tantôt, tu as parlé que tu t'entraînais, tu as parlé que tu nageais depuis 25 ans. Oui. As-tu une routine? Parce que quand on devient entrepreneur, on entend « Ah, je travaille 80-100 heures par semaine, Oui. puis ça finit plus. » Puis c'est sûr qu'il y a sûrement des blitz d'heures Oui. à mettre, mais est-ce que c'est ça la réalité? C'est pas ça la réalité. Puis moi-même, je me suis laissé prendre dans le bateau. J'ai même cru que j'ai travaillé 100 heures par semaine non-stop. Je l'ai même écrit dans mon premier livre. OK. Puis à un moment donné, j'ai commencé à regarder mon horaire, à regarder le rythme de vie que j'avais. Je travaillais jamais les fins de semaine, presque jamais les soirs, j'étais toujours à souper à la maison. Fait que j'ai même écrit dans mon premier livre, conciliation travail-famille, c'est pas possible. Wow. Dans le deuxième livre, j'ai dit, franchement, c'est possible, je l'ai fait. Parce qu'on se brainwash, Ouais. OK? Littéralement. Puis on a peur de dire comme entrepreneur, hey, moi, là, je fais juste 30 heures par semaine. Ça se dit pas dans le monde des startups, dans le monde de la technologie, dans le monde que j'étais, dans le monde, on est jeune, on veut réussir, puis je travaille juste 30 heures par semaine. Quel loser! Donc, OK. on se fait croire, tout le monde, qu'on travaille 80-100 heures par semaine. Ça ne marche pas. Ça n'existe pas. Et ceux qui le font, comme Elon Musk, ben, ils viennent de se faire sortir parce qu'il travaillait 150 heures par semaine. Puis le monde le vénérait. C'est pas ça la vie. Ouais. D'ailleurs, les études l'ont prouvé, puis je l'écris dans mon troisième livre, que c'est 30 heures par semaine qu'on est capable de donner. OK. Donc, 6 heures par jour. Après ça, c'est du niaisage. Puis on le voit à l'aide des Facebook, puis Twitter, puis d'Instagram. On perd du temps même dans le milieu du travail. Aller voir ça, aller lire ça. On n'est pas capable de se concentrer beaucoup, beaucoup longtemps. Et non, je n'ai pas travaillé si fort que ça. J'ai travaillé intelligemment. OK. J'ai donné des périodes où c'était intense, là. Ouais. C'est sûr. Des petits blitz, là. Mais la famille aussi peut devenir intense à l'occasion. Tu as un enfant de malade, tu es à la maison, hein? Ta compagnie Ouais, prend c'est le ça. bord pendant ce temps-là. Là. Et après ça, ben, tu reviens à l'entreprise. Ça prend une balance à un moment donné parce que on a fait une famille, il faut être là pour s'en occuper. Et on a fait une entreprise, il faut être là pour s'en occuper aussi. Dans le fond, on gère comme 2 entreprises alors qu'on devrait en gérer rien qu'une, mais il y a moyen de le faire d'une façon très OK. efficace. Puis ce que je dis aux gens, peu importe, make it home for supper. Rendez-vous à la maison pour souper, vous devez manger de toute façon. Oui, Donc, c'est ça. prenez le temps un peu de manger avec votre famille, puis OK. continuez à travailler. Puis, ça a toujours été ma philosophie. J'étais toujours à la maison pour souper. Ça se pouvait que je retourne dans les roches après ça travailler le soir. Mais souvent, ça se passait sur l'ordinateur, sur le coin de la table. Je suis vraiment contente d'entendre ça parce que moi, ça fait 15 ans que j'enseigne ça, d'aller souper à la maison. Ben oui. Puis de rayonner, puis d'être heureux parce que dans le fond, tu l'as dit tantôt, tu voulais devenir entrepreneur pour avoir une liberté. Oui. Tu voulais devenir entrepreneur pour faire de l'argent. Oui. Puis là, tu viens de dire que tu as travaillé intelligemment. Oui. Fait que tu as travaillé sur les bonnes choses au bon moment. Oui. Puis, ben, tu rayonnes pendant ce temps-là. Là. Ben, tu as le temps C'est de ça. penser à autre chose. Tu as le temps de penser qu'est-ce que tu aimes dans la vie. La vie n'est pas assez longue, malheureusement, pour qu'on fasse des choses qu'on n'aime pas. Et vous allez me dire, oui, tu as de l'argent aujourd'hui. Je changeais de job quand j'étais jeune, quand même, j'avais pas d'argent. J'avais des compétences. Et des compétences, il y a toujours moyen de se faire réembaucher pour Ouais. travailler pour quelqu'un qui veut t'exploiter, quelqu'un qui te respecte pas. Moi, j'ai jamais voulu travailler pour ces personnes-là. Puis quand j'en ai rencontré là, dans mon parcours, je travaillais pas longtemps pour eux. Il y a pas... J'impose, je demande de respect parce que je donne respect. Je suis dur en affaires, je suis dur comme patron, mais je suis juste. Ouais. Et pour moi, il n'y a pas de règle. On travaille, c'est pas un boys club. Là. Moi, je gère une entreprise, je ne gère pas une garderie et je dois protéger l'entreprise constamment pour protéger les emplois. Donc, c'est certain que si 1 ou 2 employés ne veulent pas rentrer dans le rang,
il n'y aura pas grande discussion, là. Non, c'est ça. OK? À un moment donné, on travaille avec des adultes, puis le chemin est là, puis je montre le chemin. Voici le chemin, voici l'accotement, reste là-dedans, puis si tu tombes à côté, ben tu tombes dans le fossé. Puis dans le fossé, ben ça se peut que je te laisse là. T'avanceras plus. C'est toi qui vas t'avoir mis ça. dans le fossé, c'est pas moi qui va t'avoir OK. mis là. Donc, mais d'un côté, il faut être juste avec les employés. Donc, il faut les respecter, il faut leur donner de la liberté, les reconnaître, et en retour, ils vont nous emmener plus loin. C'est OK. les employés qui nous amènent plus loin parce qu'un entrepreneur ne crée pas d'emploi. Il met une infrastructure en place, un écosystème en place. Ah, Ce qui crée des emplois, c'est le produit que les clients OK. vont acheter. Et c'est tout, tu sais, faut le voir d'une autre façon parce que c'est ouais, l'écosystème. non, c'est la première fois que j'entends comme Et ça. c'est le client qui crée de l'emploi. Parce que le client aime ton produit. Il va aimer ton produit, ton service parce que tu as des employés heureux. Tes employés heureux vont en donnant encore plus pour le client. Ça va générer des ventes supplémentaires. Et toi, tu gères cet écosystème-là pour s'assurer que tes employés soient heureux, soient bien rémunérés. OK. Donc, c'est ça un entrepreneur. C'est un gars qui met... On pense qu'on crée de l'emploi. On en crée par la bande des choses parce qu'on a pris des risques, parce qu'on a mis un écosystème en place. Mais on ne le crée pas pour créer de l'emploi, on le crée parce qu'il y a un besoin pour un client. OK. Puis si le client, ben, il ne veut plus acheter ça, ben, il faut innover, il faut changer. Bien, le client est la personne qui peut congédier n'importe quel employé, incluant le CEO, le PDG, en arrêtant ses achats. Oui, exactement. Donc, c'est lui qui est le boss, pas le boss extrême, mais c'est lui qui décide. C'est le client qui décide à quelle heure il va aller acheter ses affaires. Puis on le voit aujourd'hui, on le voit encore avec les mouvements syndicaux qui veulent s'assurer que les employés travaillent selon certaines heures. Puis à toutes les fois, moi, ça me fait sourire, ces mouvements syndicaux-là, qui pensent qu'ils peuvent changer les heures d'ouverture d'une entreprise. C'est le client qui décide. Parce que si un syndicat veut contrôler les heures d'ouverture d'une entreprise pour avoir des meilleures conditions pour les employés, bien, il va y avoir un compétiteur qui va se pousser, qui va ouvrir à côté, qui va offrir d'autres heures. Alors que les clients veulent. Ben oui, c'est comme ça que ça se passe, la vie, là. Donc, il y en a eu plusieurs syndicalisations dernièrement, puis c'est tout le temps, on va offrir des meilleures heures aux employés. Ben bonne chance. C'est le client qui décide. OK. Il oublie les autres, ça. Parce que c'est pas important pour eux autres. Un syndicat, le client n'est pas important. C'est l'employé en premier, mais le syndicat, le client ne l'est pas, alors que le client fait partie de l'écosystème et c'est lui qui a les clés de l'écosystème. OK. Puis le client, bon, il va choisir des choses, il va choisir des heures, mais l'employé qui choisit d'aller travailler à un endroit, Oui. tu sais, tantôt tu parlais bon, il y a son chemin puis tout ça, mais il se fait dire qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il doit faire, tout ça. Oui. Qu'est-ce que tu dirais aussi à un patron qui a des employés qui sont pas mal tout le temps dans l'accotement? Comment, oui, il faut le respecter, il faut le reconnaître, il faut tout ça, mais comment on peut dealer avec ça? Bien, dans le fond, c'est pas vrai qu'on ne peut pas... Il y a des mouvements, des tendances qui disent non, tous les employés, s'ils ne font pas leur job, c'est que le patron ne fait pas la job. Ce qui est un peu vrai aussi. Puis il y a d'autres mouvements qui disent j'ai beau essayer, il ne veut pas. Il n'est pas fait pour ce moule-là. Ouais. Et à ce moment-là, il faut le laisser partir. Il faut le laisser partir, un employé, parce que pour moi, les employés doivent être des ambassadeurs. Des ambassadeurs égale vendeurs. Donc, moi, je veux que mes employés, quand ils rentrent chez eux le soir, soient heureux. Ça ne veut pas dire que c'est jovial une entreprise, ça ne veut pas dire que la job est toujours le fun. Puis des fois, il y a des employés qui prennent la job parce qu'ils n'ont pas le choix, puis ils ont besoin d'un salaire. Mais qu'est-ce que tu peux faire pour que ce soit agréable? OK. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et souvent, la réponse est dans les mains du patron. Les employés, ce qu'ils veulent, là, c'est 3 choses. Reconnaissance, liberté, salaire. Le salaire vient en 3e. Donc, C'est vrai. un coup que tu reconnais ton employé, puis sincèrement, il faut que tu le reconnaisses. Regarde, c'est une méchante bonne job. Puis tu lui laisses la liberté de faire son travail dans le cadre que tu as défini, puis tu es d'accord. C'est une négociation. Si l'employé dit, tu vas le voir, puis il dit, ben écoute, combien de temps ça va te prendre de faire ça? Puis tu lui dis, l'employé te répond, ben écoute, ça va me prendre 2 jours, puis tu es d'accord comme patron, parfait, shake hands, on s'entend dans 2 jours, tu me ramènes ça. OK. Puis tu le ramènes 2 jours après, avant l'échéance. Écoute, faut que tu lui dises, waouh, c'est le travail est bien fait, bien entendu. Là. Ben oui, c'est sûr. Mais si tu vas le voir toutes les 10 minutes, puis dis, puis ça avance-tu? Cet employé-là, tu n'as pas de reconnaissance et il y a 0 liberté. Fait que là, le salaire devient en jeu. Là, le salaire devient en jeu. Parce qu'il va rentrer chez eux le soir et dire, maudit que j'ai ma job, si au moins j'étais mieux payé. C'est ça. Tu vois le cercle. Donc, c'est certain que
ça fait partie, mais des jobs qui sont plates, puis il y a des gens qui ne sont pas à bonne place dans des entreprises, puis c'est à nous d'essayer de les encadrer pour trouver notre place, puis il y en a qu'il faut carrément laisser partir parce qu'ils ne font pas avec l'équipe, avec la mentalité. Ils ne sont pas à bonne chaise non plus. Ils ne sont pas à bonne chaise, puis OK. à un moment donné, il faut prendre une décision qui n'est pas le fun pour personne, de dire, ben toi, ton parcours avec nous est terminé. Et OK. c'est une responsabilité du gestionnaire parce que on reconnaît vraiment un bon gestionnaire sa capacité, pas d'embaucher, parce qu'embaucher, c'est facile. Je te donne un job, my God, c'est un cadeau, c'est facile à faire. Ouais. Mais de reconnaître qu'on a fait un mauvais choix d'employé, qu'on a mal choisi ou l'employé a menti sur ses capacités, ça arrive, Oui, aussi. et qu'il faut le laisser partir, ça c'est dur parce que tu deviens peut-être ami avec. Peut-être qu'il y a 3 enfants. Peut-être que sa femme ou son mari est à la maison. Ouais. Et là, tu brises un rêve, tu mets quelqu'un dans le trouble financièrement. Mais est-ce que c'est notre rôle comme patron? L'employé Non, avait son c'est rôle à ça. jouer, mais nous, on doit protéger 500 emplois, Parce que 10 emplois. dans une entrevue d'embauche, c'est autant pour l'employé de savoir s'il fit que pour l'employeur de savoir s'il fit aussi. Bien, dans cette c'est des chaise-là, deux là. côtés. C'est Puis ça. c'est sûr que des fois, parce qu'on a besoin d'argent, comme employé, on peut accepter n'importe quel job. Puis on dit, ben, je vais commencer par rentrer là, puis je vais me faufiler pour avoir un meilleur emploi, ce qui est Ouais. possible aussi. Puis des fois, ben, t'es pas heureux à faire ce que tu fais Ouais. et t'es pas capable de t'améliorer. Tu sais. Il y a ça aussi. Là. Ouais. C'est pas facile, la relation. C'est pas facile d'être gestionnaire. Il faut prendre des décisions. Puis tu essaies de prendre des décisions en étant le plus transparent possible. En expliquant aux gens pourquoi tu prends cette décision-là, mais tu n'as pas besoin de te justifier. OK. Il y a des décisions que tu prends, puis tu dois dire aux gens, je prends cette décision-là, mais tu n'as pas besoin de te justifier de long en large pourquoi tu la prends cependant. C'est ta décision, puis tu es payé, toi, comme gestionnaire, comme CEO, de prendre cette décision-là pour le bien de l'entreprise et des actionnaires. OK. Puis là, tu es rendu à combien d'entreprises? J'en ai peut-être une dizaine, mais j'ai trop de la misère à les énumérer. Parce que OK. ça fait prétentieux, mais ça ne l'est pas. Parce qu'il y a des entreprises que je suis vraiment minoritaire. OK. Il y a des développements immobiliers que j'ai 5 je ne sais pas. Il y a une compagnie que j'ai 8 OK. Fait Euh, que tu fais pas partie des décisions à ce moment-là. Je fais dans pas ceux-là, partie là. des décisions. Tu es juste là. actionnaire. puis, Actionnaire, OK. j'ai embarqué, puis à un moment donné, on va m'envoyer un chèque parce que l'entreprise est vendue. Tu sais. Ah, Donc, OK. ça arrive, ça aussi. Mais disons que j'ai les compagnies que je m'occupe plus, comme Aïva existe depuis 2000, je m'en occupe pas. OK. Pas du tout, du tout, du tout. Je suis sur le board, mais on fait un meeting une fois par année. Donc, Mais tu as mis des gens clés au bon endroit. Exactement. OK. La dernière où je m'occupe plus, je travaille avec des jeunes, c'est BoostMe. Ça, on est en train de révolutionner Ouais, l'assistance routière. j'ai l'application, là. Je me suis pas Enregistré encore. enregistré encore, mais Fait que j'ai ça, la- c'est le fun parce que ça fait 3 ans qu'on travaille là-dessus. Et ça prend du temps de démarrer une entreprise, s'installer. Puis là, on commence, on a beaucoup de downloads. On vend des produits maintenant dans les grandes surfaces qui vont rentrer. Là. J'ai deux de mes partenaires sont en Chine au moment où on fait l'entrevue pour aller s'assurer que notre stock va être prêt. OK. Donc, on a comme 20 ou 40 palettes qui s'en viennent. Non, je pense que c'est 160 palettes qui s'en viennent. En tout cas, c'est Mais un j'ai chiffre. vu le petit pack de batterie. Tu as reparti ton tracteur avec ça. Oui, c'est ça. Mais Parce donc, c'est que vraiment. Il y a une ferme. Ben, c'est ça. Donc, c'est vraiment excitant. Tu sais, on a une grosse commande qui s'en vient pour être à temps dans les magasins pour Noël. Et c'est très excitant de bâtir et de voir l'éclosion d'une entreprise alors que tu as travaillé d'arrache-pied. Et moi, j'ai 51. Leur moyenne d'âge, eux, est 25. Fait que c'est le fun de travailler avec des plus jeunes. Tu sais. OK. Dans le fond, c'est C'est eux autres qui font la compétition. ben, là, je suis comme le loup qui pousse. est élevé par une brebis. Là. Je pense que Ok. je pense que j'ai 25 ans à travailler avec Ok. des jeunes. Tu sais. OK, c'est Fait le que, fun. ouais. Mais tu es en forme aussi, fait que ça. Ben, c'est je sûr pense que, puis c'est important, comme entrepreneur, si on veut être efficace, faut manger et se tenir en forme. Faut manger bien. Parce que, tu sais, là, je viens de passer un rush de 2 semaines sur la route, en allant des conférences partout, en étant toujours dans mon auto, en n'ayant pas le temps de m'entraîner, puis manger mal, puis toujours être dans des cocktails à prendre un verre de vin. Je ressens après 2 semaines que mon corps n'est pas aussi performant. Ma tête n'est pas aussi performante. OK. Et parce que normalement, je mange des légumes, je fais des jus verts, je prends des shooters de gingembre le matin, donc je fais extrêmement attention. Moi, si je veux être performant dans une journée, je me dis, il faut que je mette du pétrole. Ouais. Donc, c'est quoi mon pétrole pour moi? C'est des légumes. J'aime le café, bien entendu, là, mais Ouais. c'est Puis, c'est bon, là, du lait du lait de cachou. Hein? Non, j'ai mis cachou, je t'ai pas mis Ah, t'as mis cachou. d'avoine. OK, c'est bon. Mais je pense tout le temps à dire, OK, plus protéines, moins carbs. Donc, tout ce que je mange est fait pour me donner de l'énergie et être efficace dans ma journée. Et OK. surtout,
ne pas manger pour aller pas dépenser 4 heures de gym après juste pour me maintenir. Quand je vais au gym, quand je vais nager, quand je vais courir, c'est pour le bien-être. Pas dans l'optique de perdre mon poids parce que j'ai mangé des cochonneries toute la journée. Ouais, non, c'est ça. C'est pas pour te donner l'opportunité de manger des cochonneries. Non, non, c'est vraiment ça. de dire qu'il faut que je sois performant. Comment je suis performant? Bien, en n'ayant pas trop de sucre, manger des protéines puis des légumes. Et c'est tout simplement T'entraîner. Bien, c'est sûr qu'il faut s'entraîner. On n'est pas fait pour être assis toute la journée. On pense qu'on est fait pour ça parce que ça fait 100 ans, là, même pas 50 ans qu'on est assis. C'est pas ça, là. Je veux dire, on est des animaux, nous autres, là, intelligents, mais on est des animaux, là. Ouais, Et techniquement, on est designés pour chercher de la bouffe toute la journée. Donc, c'est vrai pareil, là. C'est pas ça qu'on fait. On fait ça qu'on fait, mais c'est ouais, ça, moi, ok. on est prêt à payer de ça. Puis, as-tu une routine, justement, de vie? Là, genre, moi, je me lève le matin, je m'entraîne, Ouais. je fais ci, je fais ça. Puis je pense qu'en vieillissant, on devient encore plus routinier. Et je me lève, moi, à 4h45 le matin. OK. Et demandez-moi à quelle heure je me couche trop tard, je me couche vers 11h. Je dors pas assez. Ah, quand même. Ça, c'est un des problèmes là, que j'aimerais ça, mais je dors pas assez. Et, mais je me lève tôt. Je me lève tôt parce que bon, le lundi, mercredi, vendredi, je nage à 6h, puis j'aime ça lire les nouvelles avant d'aller nager, puis me réveiller un peu. Tu sais. OK. Et puis les autres journées, ben, je vais au gym le matin, le mardi, jeudi. Mais j'aime ça me lever vers 5h30 quand même. Donc je me lève tout le temps dans les environs de 5h du matin. Et pour moi, c'est le moment de liberté. La terre est arrêtée. La ville est arrêtée. Les gens se réveillent tranquillement. Il y a comme j'ai l'impression de gagner. Et dans la vie, là, tu sais, pour faire quelque chose, il faut avoir des fois, ça prend juste une impression. J'ai l'impression qu'en me levant plus tôt, je prends de l'avance sur tout le monde. Moi, quand il est 9h, là, j'ai toutes les nouvelles. J'ai fait... je suis au courant de tout. J'aime ça faire du day trading. Donc, je regarde ce qui se passe à la bourse régulièrement. Donc, à 9h, moi, 9h30, là, j'ai hâte que les marchés ouvrent pour voir, OK, qu'est-ce que je vais faire? Je vais-tu trader aujourd'hui ou je vais pas faire... Mais là, tu t'es déjà entraîné, tu as déjà bien mangé. Oui. Fait que tu as déjà la tête claire. À 9h, moi, j'en ai déjà un bon bout de fait, là. Fait que quand tu fais ton day trading, t'es optimal, là. Oui, je suis vraiment optimal. Puis je regarde ça, puis je me dis, OK, je ne trade pas tous les jours, c'est pas tout le temps possible. Mais quand je le fais, moi, j'ai l'impression que j'ai une longueur d'avance sur tout le monde. Ça ne veut pas dire que tu ne réussiras pas si tu te lèves à 9h, là. Ouais. Mais il reste que, perso... Ça t'a touché. Ah, OK, reste que perso, ouais, OK. ben, c'est ça. Donc, perso, j'aime ça me lever tôt. OK. Je me sens... J'aime ça penser que je suis en avance sur les gens. Et ça a toujours été... C'est mon côté compétitif, il faut croire. Mais pour moi, c'est important. Puis, j'aime ça accomplir les tâches les plus longues, les plus plates. Tu te lèves le matin, là, tu le fais. Après ça, tu as la liberté dans la journée. Tu n'as pas un épée de Damoclès sur la tête pour dire, ce maudit rapport-là, il faut que je le fasse, il faut que je passe au travers. Puis ça te tente de moins en moins. Non. Moi, il est fait. À 8h, 9h le matin, il est fait. Fait que tu commences avec ce qui est le plus plate à faire. Tout le temps. Tout le temps. OK. Parce que souvent, les gens ils ont tendance à faire ça en fin de journée, puis là, finalement, je le ferai demain. Exactement. Et on remet constamment les choses qui sont les plus importantes et on passe notre temps à faire des petites choses pour se sentir occupé. Mais on n'est pas productif. Puis comment tu fais pour justement déterminer ce qui est important? Bien, tu finis par le savoir. Hein? Je veux dire, c'est certain que si ça fait une semaine que tout le monde attend après ton rapport ou après ta décision, puis tu le remets constamment, c'est sûr que ça devient important. Mais pour moi, toutes les tâches sont importantes. Cette affaire, c'est parce qu'elle est importante. Donc, mais il y en a qui sont plus longues, plus ardues que d'autres et qui demandent un maximum de concentration. Donc, le matin, on a plus de... En tout cas, perso, j'ai plus de concentration. L'après-midi, je suis plus comme, OK, ben là, qu'est-ce que je vais manger pour souper? Qu'est-ce que je vais faire? OK, je vais-tu au match canadien ce soir? Mais qui vient avec moi? Tu sais, c'est le genre de choses que je pense l'après-midi. J'essaie de pas trop dans pour ça, tu te couches à 11h. Si tu vas au match du Canadien. Non, j'écoute trop Netflix. Ah, OK. Bon. As-tu une série favorite ou... Making a Murderer qui vient de recommencer là, au moment où on enregistre ça, puis je vais écouter The Haunting of Hill House. OK. Mais j'en écoute pas tant que ça. Honnêtement, j'écoute un peu de nouvelles, puis je m'amuse sur un projet secret depuis 3 ans. J'écris du code. J'ai toujours écrit du code, moi. Ouais. Ah, ouais. Puis je travaille sur un HTML, projet. Non, en C, là, du pur code, puis c'est plein de statistiques, puis je m'amuse avec ça. Je sais pas si un jour ça va marcher. Puis tout le monde qui me connaît, qui me voit, puis me dit hey, t'es encore en train de coder? Ben oui, je suis encore en train de coder. Des fois, je peux passer vraiment 2 heures par jour
à coder quelque chose que je ne sais jamais s'il va marcher depuis 3 ans. Mais je le fais pas. Des fois, je peux arrêter pendant 6 mois. Là. Je OK. me tanne, puis je dis, OK, ça marche pas. OK. Fait que sur le 3 ans, Ouais. il y a peut-être Il y a des périodes. Là, je te Des dirais, périodes. depuis un mois, là, OK. je suis vraiment là-dessus. Ah! Obsessif. Ouais, puis t'as l'air d'un petit gars en parlant, là. Et ben, j'ai du fun au bout parce que ça fait rire tout le monde. OK. Ça fait sourire tout le monde et pour OK. moi, c'est juste drôle. OK? OK. C'est juste drôle. Personne ne me croit. Moi-même, je ne crois pas. Mais je m'amuse à Fait- faire ces calculs-là. Fait que quand ça va sortir, là, tu vas pouvoir nous dire que c'était quelque chose que tu travaillais en secret depuis 3 ans. Ah, c'est sûr que si ça marche, je vais OK. le dire à tout le monde parce que c'est quelque OK. chose qui. Je ne pense pas que quelqu'un a déjà réussi et je doute être capable de le réussir, mais j'ai du fun en ce moment. OK. C'est J'aimerais bon. bien s'en parler, mais je Ouais, ne non, peux non, pas. mais c'est ça. Mais c'est commencé, mais c'est ça. Tu nous Mais teases, là. tu vois là, que je pétille. OK. Oui. Et parce que c'est trippant. OK. Moi, je suis un gars de chiffres. OK, puis Ben, honnêtement, ça, j'allais dire, t'es très analytique, là. Si je suis un peu tu fais- cartésien. OK. Tu sais, je suis un peu cartésien, pas mal. OK. Ça n'empêche pas que je peux être émotif, là. Mais dans mes décisions, je suis très cartésien. Je n'ai pas grand place pour l'émotion dans mes décisions. OK. Ouais. Puis là, tu as écrit des livres. Ouais. Ça, on s'entend que c'est moins cartésien, là. Non, pour écrire un livre, c'est sûr qu'il faut être imaginatif et créatif. Puis moi, j'ai jamais Ouais. pensé que j'étais une personne créative. OK. J'étais un comptable de formation transformé en informaticien. Là. On s'entend que au point de vue wild, là, on vient de m'éliminer. Là. Ouais. Mais tu portes pas de bas brun. Non, Je tiens à vous c'est ça. dire, il n'y a pas de bas brun, c'est bon. Mais on s'entend que si tu regardes ça froidement, un comptable informaticien, c'est plate. Ouais. Puis ça n'a pas beaucoup de créativité. Mais moi, pour moi, la créativité, c'était des tableaux. Jusqu'à temps que je lise un livre qui est How Creativity Works, puis que j'ai OK. découvert, je disais, attends un peu, les entrepreneurs, on est les personnes les plus créatives au monde. Là. On ne peut-être pas fait un tableau, mais nous, on fait une recette gagnante avec ce qui nous est sur la main. On invente un nouveau produit, on l'emmène sur le marché. C'est créatif, cette affaire-là. Et ben, j'ai été créatif, j'ai créé des logiciels qui n'avaient pas été écrits avant. Tu sais, notre logiciel d'Aïva, c'est moi qui l'ai écrit en grande partie au tout début. OK. Et j'ai continué à l'écrire presque jusqu'en 2010. Là. Et 16 ans plus tard, c'est encore partout dans le monde, ces logiciels-là. Puis il y a encore une grande partie de mon code qui est dedans. Donc oui, je suis créatif, mais lorsqu'on écrit un livre, en partant, c'est cartésien, c'est une table de matière. Ça veut dire, OK. Ouais. Et là, tu commences à écrire, tu fais, oh, palais, OK. Là, il faut être ordonné. Écrire un livre, c'est la chose la plus difficile pour ma tête désordonnée, ma tête de spaghetti de TDAH. OK. Qui fait que là, il faut que je me mette en mode concentration pendant des longues périodes. Puis combien d'heures tu peux être, ou combien de minutes tu peux être concentré? Ben, un livre, pour moi, ça va me prendre 3 mois OK. à écrire. Reviser, revoir, puis c'est un travail d'équipe, là. Mais comme là, j'ai commencé un 4e hier matin. OK. Et pour être prête au mois d'août 2019. Et il faut qu'il soit remis au mois de janvier. Là, on est au mois d'octobre. Il faut qu'il soit remis au mois de janvier. Je sais que j'embarque dans quelque chose de dur. Là. Très, très, OK. très dur. C'est un livre pour enfants. Et donc, il faut leur parler d'économie en langage enfant. Mais c'est le fun. Écrire un livre, puis, tu sais, après ça, j'espère toujours que ce soit des best-sellers comme n'importe quel produit que je lance. C'est un Ouais. produit, là, un livre pour moi. Et j'ai une obligation envers l'éditeur qui me fait confiance, qui a mis une équipe pour m'aider à livrer ce livre-là, qui va le commercialiser. Donc, c'est un travail d'équipe. Moi, je l'écris avec leur input et du back and forth. Après ça, eux le mettent en marché. Mais j'ai une responsabilité dans la mise en marché. Je dois en parler de ce livre-là, être fier de ce livre-là. Lorsqu'on met un livre sur le marché, il faut l'assumer et être fier de ce livre-là. Ben, je t'ai vu la semaine passée, justement, au congrès des gens d'affaires du Québec, puis tu étais toi-même à ta table, là. Bien, les gens veulent Toute la parler journée, d'entrepreneuriat et c'est bien d'acheter un livre sur l'entrepreneuriat, ça nous aide, bien entendu. Là, moi aussi, j'en ai déjà acheté. Et tu as besoin, à un moment donné, tu te réconfortes en lisant ça. Mais lorsque tu peux parler avec l'auteur, ben c'est toujours un peu plus le fun. Et une journée comme la semaine passée à Laval, c'est une journée extrêmement demandante. C'est de 8h à 8h. Faut que tu sois Et là. il y a des gens non-stop, je n'ai pas mangé de la journée. Mais c'est rafraîchissant. Les gens viennent te voir pour te dire « Hey, merci, j'ai lu ton livre » ou « Ah, tu parles de telle chose, j'ai hâte de le lire » puis donne un feedback après. Ben, c'est le fun. Et c'est pour ça qu'on écrit des livres parce que c'est pertinent. Tu sais, je sais que ce livre-là va aider des gens, va faire réfléchir des gens. Ben, c'est ça. Mais je dis sans prétention, par toute modestie,
c'est que sinon, je ne l'écrirais pas le livre. Là. C'était juste pour écrire un livre, pour Ben, avoir un livre. Moi, je veux que mes livres se vendent. Je veux que les gens, quand ils le lisent, qu'ils soient heureux et qu'ils aient compris quelque chose à la fin ou qu'ils ont réfléchi. Comme le dernier que je publie, qui va être sorti la semaine prochaine, le 30 octobre. Ben, c'est un livre qui s'appelle « Qu'est-ce que j'en pense ». Donc, c'est 30 Ouais. sujets qui, je dirais pas qu'ils vont déranger, mais qui vont faire grincer des dents parce que je vais dans des sentiers non battus. Je parle de syndicats. Est-ce que c'est encore utile aujourd'hui? Est-ce que la retraite est un principe dépassé? La semaine de 30 heures. Je vais parler de parité homme-femme. Salaire minimum à 15 $, le Bitcoin, une arnaque. Donc, je vais dans des places où il y a beaucoup d'évangélistes. Des gens qui sont, comme le Bitcoin, aussitôt que je dis que le Bitcoin, c'est une arnaque, j'ai une armée. Aussitôt que je parle de la gestion de l'offre, j'ai une armée contre moi. Quand je parle de syndicalistes, que c'est peut-être dépassé, que je pense que c'est dépassé, j'ai l'armée des syndicats contre moi. Donc, c'est certain que j'ai 30 sujets qui vont faire réfléchir. Et mon but n'est pas de mettre le feu au Québec avec ce livre-là, là, mais c'est de faire réfléchir et se poser comme question. De ne pas tout prendre pour du cash. D'ouvrir un débat. Et c'est pour ça que je suis à l'aise avec les débats qui se passent sur Facebook, qui m'impliquent régulièrement. Oui. Tant que ça reste dans le débat, puis c'est constructif, ben c'est le fun. Et si ça fait avancer la société, ben tant mieux. Puis encore là, je le dis en toute modestie, mais je sais que, bon, j'ai fait les manchettes avec le 75 $ de l'heure. Toutes les familles en parlent constamment. Ils sont conscients maintenant que, peu importe s'ils sont d'accord avec moi ou pas, que lorsqu'ils font leur épicerie, je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent ce qu'ils mettent dedans et disent « Oh my God, ça, c'est plein de sucre. » Mon débat était de dire « Le sucre coûte cher. » Oui. Et lorsque ton épicerie contient beaucoup de sucre, tu vas payer la totale. C'était ça. Donc, il y a des gens qui sont consciencieux, puis il y a des gens qui ne me croient pas, qui ne veulent rien savoir, puis ça leur appartient. Ils peuvent bien dépenser 250$. Ben, ça ne me dérange même pas pantoute. Là. Je ne fais pas de jugement de valeur là-dessus. Moi, je fais juste dire, regarde, moi, j'ai coupé le sucre, puis ça ne me coûte rien, manger. Puis je mange très, très, très bien. J'ai parlé, il y a une couple d'années, de les assistés sociaux. Et ça a fait un gros débat au Québec, tellement que sa maman en a profité pour... Il y avait une loi, la loi 170, qui disait, ben écoute, faut que tu démontres un intérêt pour aller travailler, sinon on va te couper ton bien-être. Il l'a passé pendant que ça faisait les manchettes. Donc, quelque part, ben, j'ai envoyé, moi, des assistés sociaux de père en fille ou de père de génération en génération. C'est non dans ma société à moi. J'en veux pas de ça. Et on paye pour ça, puis c'est inacceptable. L'assistance sociale, c'est pour un aide de dernier recours. Exactement. Donc, lorsque je prends position là-dessus, ben, je veux avoir une meilleure société. Là. Et c'est pas la société Vision François Lambert. C'est qu'est-ce qui se passe dans le monde, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui se passe de bien dans le monde. Et c'est ce que je fais refléter dans le livre. Je dis, regarde, voici ce qui se passe, voici comment on voit ça, puis voici la vision que si j'étais en place, voici ce que je pense que je ferais. Après ça, on en débat, puis ça se peut qu'à la fin, on me fasse changer d'idée ou on l'améliore, mais c'est ça qui fait avancer une société, c'est des débats. Oui, pas des attaques, des débats. Exactement, c'est ça. Parce qu'il y a plein de gens qui ont différentes opinions sur différents sujets, mais au moins de voir des fois, ton opinion est intéressante, puis twister comme ça, je trouverais ça le fun. Bien, tu sais, dans le fond, si on regarde comme la gestion de l'offre, toutes les fois que j'en parle, j'en ai encore parlé en fin de semaine, je me fais attaquer sur la gestion de l'offre. Et pourtant, je ne suis pas contre les fermiers du tout. Je suis un cultivateur moi-même. Je sais très bien la réalité dans laquelle ils vivent. Cependant, la gestion de l'offre, en 2018, est dépassée. Et la preuve qu'elle est dépassée, c'est qu'il a fallu en donner un pourcentage pour l'accord avec l'Europe. Il a fallu en donner dans l'accord transpacifique. Il a fallu en donner dans le nouvel ALENA. Donc, à chaque négociation des accords internationaux, il faut donner 2-3% de notre gestion de l'offre. C'est bien évident qu'elle est malade, ça à chaque fois. Je veux dire, ça à chaque fois que je vais voir le docteur, tu m'enlèves un morceau de poumon, bien, c'est bien évident que mon poumon est malade, là. À un moment donné, on va me l'enlever au complet, le poumon. Donc, il faut regarder, puis au lieu d'attendre qu'on soit mis devant le fait accompli, comme on a rasé de le perdre pour l'ALENA, bien, pourquoi qu'on ne se questionne pas? OK, mais elle est malade. Ça ne marche pas, là. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour être compétitif au niveau mondial tout en protégeant nos fermiers? Moi, c'est ça que je parle dans mon livre. C'est ça que je parle dans chacun des sujets pour dire qu'est-ce qu'on peut faire de mieux comme société parce que ça, c'est malade. Et quand même que, puis là, les gens me disent, ouais, mais
on donne de l'argent aux constructeurs automobiles en Ontario. Je suis OK, mais pour l'instant, là, le mouvement souverainiste là, vient de manger une volée aux dernières élections. Le PQ, là, ils ont à peine 10 députés maintenant. Personne ne veut se séparer du Canada. Ce n'est pas la majorité. Donc, l'Ontario fait partie du Canada dans lequel nous faisons partie. Et les décisions qui se passent en Ontario impactent ce qui se passe au Québec. Veut pas, parce qu'on reçoit des paiements de la péréquation de l'Ontario, de l'Alberta et de Terre-Neuve. On reçoit de l'argent d'un peu partout parce qu'il y a des provinces plus riches que nous. Et en ce moment, bien, ça devrait faire notre affaire. Si on veut se séparer, bien, que les séparatistes soient plus que 10 là, ce qui n'est pas le cas. Là. Non, c'est ça, exactement. Ouais. Puis, qu'est-ce que tu dirais dans ton prochain livre avec les enfants? Bien, dans le fond, moi, je veux prendre les enfants puis leur parler d'économie comme si c'était un dessin animé, comme si c'était qu'ils jouent à Fortnite. Il faut qu'ils aient du plaisir à lire ça. C'est ça qui est tout le défi. Okay. C'est de leur parler c'est quoi un salaire pour qu'ils comprennent. Donc, c'est certain que c'est un livre illustré, là. OK. C'est pas un livre plate, là. Il faut que ce soit illustré. Je vais leur parler des chapitres en texto, en Snapchat. Je vais leur parler en vidéo YouTube parce qu'ils veulent tous être des YouTubers. Donc, il faut que je les parle dans leur langage et leur faire comprendre des messages qui vont leur aider toute leur vie, qui vont les intéresser. Donc, tu vises surtout les adolescents? Les 4 à 12 ans, 8 à 12 ans. 8 à 12 ans, Oui, okay. Je veux les prendre à cette étape-là parce que c'est des gens qui viennent me voir dans les salons du livre. OK. De plus en plus, puis bien sûr, ils peuvent pas acheter mon livre, ils viennent me voir parce que je suis le gars de la télévision, puis ils regardent. Ils ont à peine 8 ans, puis ils regardent l'œil du dragon, là. OK. Donc, parce qu'il y en avait avec des citrouilles, entre autres. Ben oui, c'est ça. Fait que, tu sais, ils essaient de se trouver une idée, ils veulent tondre du gazon, puis il faut les réveiller à ce moment-là pour faire des futurs grands entrepreneurs. Et c'est pas ma prétention de changer le Québec, mais si je peux réveiller quelques petits entrepreneurs, garçons ou filles, ben tant mieux, parce que c'est le fun. C'est le fun de leur faire rêver que, hey, tu peux le faire, mais il faut que tu aies des notions de base qui, malheureusement, ne sont pas à l'école. Puis même si c'est à l'école, il y a moyen de le montrer d'une façon pas infantile, mais de leur montrer que, hey, gars, ça peut être le fun, puis garde un salaire, c'est ça. C'est quoi un talon de paye? C'est quoi une hypothèque? C'est quoi une carte de crédit? Les enfants pensent que la carte de crédit, c'est illimité. Je ne leur parlerai pas de chèque, parce que les chèques, ils ne connaissent pas ça. Même nous, on en fait de moins en moins. C'est comme les fax, là. Bien, c'est ça. Fait que, à un moment donné, on va leur parler de ce qui leur touche. C'est quoi être entrepreneur? C'est quoi être salarié versus être entrepreneur? Donc, il faut que je leur parle dans leur langage, et c'est ça qui est le défi. Puis, on va travailler fort pour en faire un livre. Toi, tu as 2 garçons. Tu commencé à leur parler à cet âge-là de ça ou... C'est difficile pour mes garçons parce que je suis leur père, donc ils ne m'écoutent pas comme... Leurs amis m'écrivent sur Facebook pour avoir des commentaires, des conseils, mais mes garçons viennent très peu me le demander, mais ils me le demandent. Mais ça dure 1 minute, hein? Ils passent à côté de moi, ils n'ont pas comme 45 questions à me lancer, là. Ouais. Ils peuvent m'en poser une toutes les 2 minutes, là. Donc, puis d'un autre côté, mes garçons ne veulent pas être entrepreneurs. OK. Le plus vieux me l'a dit, moi, je ne veux pas être entrepreneur. Donc, je ne pense pas que je vais aller là, puis c'est correct. Moi, en autant que une des conditions pour moi qui est non négociable, c'est que tu vas aller chercher un bac. Peu importe, là, va le chercher en musique, en sociologie, en arts et lettres, en comptabilité, n'importe quoi, tu vas chercher un bac. Pour aller chercher la discipline de ça. Pour ouvrir des portes, aller chercher la discipline et meubler le cerveau. Et pour moi, c'est une question importante pour mes garçons. D'avoir une réflexion. Une réflexion, puis prenez le temps d'aller apprendre quelque chose à l'école. Prenez le temps de prendre le temps. Parce qu'à un moment donné, ils vont rentrer sur le marché du travail et on est pressé de bâtir notre carrière et on ne prend pas le temps. Ils ont jusqu'à l'âge de 23 ans pour prendre leur temps. Je leur ai mis des rayons de côté, donc ils ont le luxe. Puis mon plus jeune travaille, mon plus vieux travaille en ce moment 15 heures par semaine, même s'il est au cégep. OK. Et c'est parfait parce qu'il apprend à travailler pour quelqu'un d'autre. Oui. Il apprend que c'est pas négociable. Avant, il travaillait pour moi à l'occasion, sur la ferme ou m'aider un peu partout. Dans les exigences. Mais il commence à l'heure qu'il voulait. Puis là, c'est pas grave. Là, il peut pas. Là. Le client attend après lui. Son boss attend après lui à 4h30. C'est à 4h30. Là. Pas 4h32. 4h30. C'est ça. Il n'y a pas de négociation pour rentrer plus tard. Non, non. Il t'attend. Si tu veux demander congé, il faut que tu le demandes peut-être 2-3 semaines d'avance. Donc, pour moi, c'est parfait qu'il ait travaillé 10-15 heures par semaine au salaire minimum. Puis c'est bien parfait. Tu sais, parce que le salaire minimum, ça me fait rire, moi. T'sais. C'est comme si c'est devenu tabou et exploiteur qu'on payait les gens à salaire minimum. Mon gars mérite le salaire minimum. Il fait un job de salaire minimum. Il a 0 expérience et c'est pas exploité. C'est ça. C'est sa première job. Et le salaire minimum est là justement pour éviter que des employeurs paieraient 5$ de l'heure.
Donc, ça sert à mettre une balise pour dire, dans notre société, l'employeur doit payer au moins ça. Et pour moi, c'est pas une honte de payer quelqu'un au salaire minimum. Est-ce que j'en ai eu beaucoup d'employés au salaire minimum? La réponse est non. Il n'y en a pas tant que ça, des employés au salaire minimum. Et souvent, c'est des gens, soit des immigrants, malheureusement, qui vont venir faire leur première expérience de travail ici, puis qui vont travailler au salaire minimum, ou des jobs qui requièrent le salaire minimum, tout simplement. T'sais. Donc, pour moi, le salaire minimum n'est pas... On n'exploite pas des gens au salaire minimum. Non, mais c'est ça, on l'exploiterait s'il n'y en avait pas de salaire minimum, comme tu dis. Exactement. Il y en aurait des 5 de l'heure. Effectivement. Puis, Donc, pour moi, c'est ce qu'on accepte comme société. Il faut arrêter de mettre ça comme un grand méchant qui... Moi, ce que j'aime donner comme exemple pour le salaire minimum, c'est de dire, même si tu as un bac, même si tu as un doctorat, si tu tournes des boulettes au McDo, là, c'est ce que ça vaut, ce poste-là. Bien, c'est ça. Fait que peu importe tes études, peu importe tes compétences, peu importe la volonté que tu as de faire X, Y, Z à travers la planète, ce poste-là, c'est ce qui rapporte. Bien, c'est ça. Puis, tu sais, maintenant, on peut pas... C'est un choix. OK, c'est certain que... Puis, le monde va dire, ouais, des gens pauvres, l'école est gratuite au Québec. OK? On peut aller à l'école longtemps. Très longtemps. Je viens d'une famille pauvre. Et mon père m'a très bien dit, tu lâcheras pas l'école avant la fin de l'université. J'ai compris que c'était pas de négociation. Mais bon, qu'est-ce qu'il aurait fait? Quand même, j'aurais abandonné à 20 ans. J'aurais dit, moi, je reviens plus ici. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire? À rien, de toute façon. Mais j'avais quand même cette volonté-là d'aller chercher un bac. Et puis, je viens d'une famille pauvre. Je viens d'un coin pauvre. Je viens d'une municipalité extrêmement pauvre. Il y a moyen d'aller à l'école ici. C'est pas une excuse. Puis, je travaillais presque 30 heures par semaine. En allant à l'école? En allant à l'école. Okay. Parce que j'avais besoin d'argent. Je voulais sortir puis je voulais faire la même vie que tout le monde. Mes parents ne pouvaient pas m'en donner. Donc, fait, école à temps plein, travail à temps plein. Presque à temps plein. Et je m'arrangeais pour avoir des notes quand même pour ne pas doubler, pour jamais couler un cours. Là. Fait que j'avais pas autant de liberté que mes amis, que leurs parents étaient riches. Mais moi, je ramassais de l'expérience pendant ce temps-là. Ben oui. Puis eux, quand leurs parents, quand ils ont fini l'école, ils ont commencé avec 0 expérience. Moi, j'avais déjà 4 ans d'expérience. J'ai eu le poste que je voulais en finissant. Là. Ouais, donc, il y a une contrepartie intéressante. Ma carrière a été pas mal plus rapide à démarrer que la leur après. Mais t'aimes dire, je veux travailler pendant 15 ans une vie que les gens ne vivraient pas pour vivre après ça une vie que les gens voudraient tous vivre. Oui. Puis là, tu viens de dire que tu travaillais 30 heures en allant à l'université. Puis en étudiant à l'université, ça c'est rough parce que c'est 2 temps plein. Personne ne peut faire ça. Mais après ça, là, tu travailles 30 heures maintenant en étant entrepreneur. Oui. Fait que là, j'ai travaillé d'arrache-pied pour sortir de la pauvreté, de un. De deux, parce que je voulais faire une belle carrière. Et je savais très bien qu'à 22 ans, 25 ans, c'est bien beau les parties, là. Mais là, il y a une carrière à se bâtir aussi. Puis si tu veux le faire, à un moment donné, il faut que tu te réveilles et que tu le fasses. Tu sais. Mais mon but, moi, j'avais toujours dit à tout le monde, moi, à 40 ans, je prends ma retraite. Pas ma retraite puis rien faire. Okay. Non, mais la retraite, je prends ma retraite et je commence à faire ce que je veux faire. C'est ça, d'arrêter si on veut. Donc, j'arrête d'être obligé d'aller au bureau. J'arrête d'avoir des obligations jour après jour qui m'ennuient. Je me lève le matin et je fais ce que je veux. Et pour moi, ça n'avait pas de prix. Et c'est exactement ce qui s'est passé, mais à l'âge de 42. Ça m'a pris 2 ans de plus dans mon... Bon, fait que ton objectif... j'avais pensé à ça à 5 ans, donc je me suis trompé, sur 35 ans, je me suis trompé de 2 ans, c'est pas si pire, la marge d'erreur est faite. C'est excellent. Mais le but n'était pas, c'est de faire ce que je veux faire, de me lever le matin et de décider comment ma journée va se dérouler. Et je dirais qu'à 80% du temps, c'est comme ça que ça se passe. Me planifier quelque chose pour la semaine prochaine, là, à moins d'avoir une entrevue, une affaire de télévision, un meeting important, tu ne me demanderas pas, je vais-tu au bureau la semaine prochaine, là, juste comme ça. Là. Ça me prend une obligation sérieuse pour mettre quelque chose dans mon horaire qui va m'empêcher. Je me garde des portes ouvertes. OK. Ouais. Ah, c'est bon, super. Qu'est-ce que tu dirais, parce que là, tu vas écrire un livre là-dessus en plus. Quel conseil t'aurais aimé ça, toi, avoir entre 8 et 12 ans? Quel conseil t'aurais aimé qu'on te dise? Bien, on m'a dit, l'affaire, c'est que j'ai été entouré et je m'entourais. Moi, j'allais voir, les enfants ne m'intéressaient pas. Je voyais que des enfants de mon âge, ça ne m'intéressait pas pantoute. Okay. Je voulais avoir des conversations d'adultes. Donc, j'étais toujours en train de me mêler des conversations d'adultes. J'étais avec des adultes constamment. Et j'écoutais les parents, j'écoutais les adultes parler en prenant
Tu sais, les samedis soirs, dans le temps, c'était très simple. Le voisin venait veiller avec une caisse de 24. OK. De la batte 50, puis ça se comptait des peurs. Fait que moi, j'écoutais ça. J'écoutais le vétérinaire quand il venait. Je suivais mon père dans les encans lorsqu'on allait vendre des moutons. J'étais toujours avec des adultes. Donc, je les écoutais, puis je me disais, ah, c'est ça que je veux faire. Donc, j'attendais pas qu'on vienne me le dire. J'allais chercher l'information. OK. Donc, je pense que c'est une curiosité que j'avais, puis un désir très jeune de ramasser le maximum d'expérience possible pour être capable de lancer ma carrière. J'avais cette mentalité-là très, très jeune. Puis en terminant, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui veut devenir entrepreneur? Est-ce que c'est fait pour tout le monde ou des fois, on voudrait l'être, mais que... Moi, je pense qu'on est entrepreneur. Et ici, la seule affaire, c'est qu'il y a un paquet d'entrepreneurs, parce qu'ils n'ont pas été réveillés quand ils étaient jeunes, qui dorment. Et on se réveille peut-être à 40, 50 ans, puis il y a beaucoup d'entrepreneurs qui réussissent à partir de 50 ans. C'est sûr qu'on a plus à perdre. Tu sais, mieux tu le fais, plus vite tu le fais, mieux c'est. Okay. Mais tu vas faire bien des erreurs, alors que nous, plus vieux, on fait moins d'erreurs. On a moins peur, on a plus peur, on fait moins de risques, mais il y a moyen de lancer une entreprise très jeune. Lorsqu'on est très, très jeune, on va se casser les dents. Qu'on le veuille ou non, là, ça ne veut pas dire qu'on va faire faillite. On va se casser les dents. Donc, qu'est-ce que je dirais à un jeune? Si tu penses que tu as une bonne idée, va finir l'école en premier. Okay? C'est non négociable. Là. Pense à ton idée, fais-le entre-temps, mais va te chercher un bac. Tu vas le regretter toute ta vie. Le bac ouvre 45 000 portes. Te permet de parler avec quelqu'un que tu vas rencontrer, que ce soit un banquier. Il va dire à quelle université tu es allé. Je n'ai pas été à l'université. Il y a un jugement de société vis-à-vis ça. Et enlève-toi là de ce jugement-là. Tu n'as pas besoin. Vas-y, va apprendre quelque chose, va te meubler le cerveau. Puis ton idée, c'est sûr que c'est une très bonne opportunité. Lance-la parce que quand une opportunité passe, laisse-la pas passer. Okay. Une opportunité pour moi, là, c'est comme une boule de neige là, qui descend. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va grossir, puis elle va se rendre. Puis à un moment donné, plus qu'elle grossit parce qu'il y a un besoin dans le marché, il y a quelqu'un qui va la prendre, cette boule de neige-là. Tu sais, si on est tout un paquet qui est sur le bord de la côte, puis le premier ne prend pas, peut-être la deuxième va le prendre, puis là, elle grossit, puis à un moment donné, en bas de la côte, il y a quelqu'un qui va apprendre. Celui qui est là, au pire, va dire, regarde, personne ne l'a pris, je vais apprendre cette opportunité-là. Puis là, il est en bas. Il est en bas, puis il y a une grosse boule, puis tous les autres l'ont laissé passer, ils vont dire tout. Okay. Ah, t'as été chanceux, toi, t'as. Non, t'as pas été chanceux. Vous ne l'avez pas pris. Oui. C'est ça l'opportunité, dans le fond, c'est qu'elle est là. Quand un client a un besoin, quand même qu'on ne veut pas le rencontrer, ce besoin-là, il a ce besoin-là. C'est soit qu'on le rencontre, qu'on démarre une entreprise par rapport à ça. Regardez l'exemple de Lamborghini Ferrari. Okay. 2 autosports. OK? Lamborghini travaillait pour M. Ferrari, M. Lamborghini. Ah oui, j'ai entendu l'histoire. Ouais. Puis il voulait faire des autos plus flamboyantes. Puis Lamborghini Ferrari, il a dit non. C'est pas de même qu'on fait des autos, c'est comme ça qu'on les fait. Puis oublie tes couleurs flamboyantes puis tes affaires show-off, c'est pas comme ça. Mais il s'est lancé puis il est devenu un concurrent. Oui, c'est ça. Il était frustré, puis il voulait faire autre chose. Puis Ferrari l'empêchait de s'épanouir. Il voulait avoir sa liberté puis s'épanouir. Il n'y avait pas de reconnaissance. Il est parti d'aller créer un compétiteur. Donc, c'est comme ça dans tous les domaines. Ça, c'est sûr, c'est spectaculaire, c'est 2 autos, des emblèmes. On voit le résultat. Là. Ouais. C'est ça, mais c'est la même chose partout. La minute que nous, comment le centre d'appel est né? Tout simplement parce qu'il y a un fournisseur qui est allé dire non au client. Non, je ne peux pas te prendre vendredi, moi. En pensant que c'était pour revenir le lundi ou le mardi d'après. Non. Il venait de réveiller un concurrent qui n'existait pas, qui était nous. Puis quand 3 jours, il était capable de montrer ses... Exactement. Puis 5 ans après, on l'a acheté. On l'a tassé du marché parce qu'on était devenu plus grand que lui, plus efficace, meilleur que lui. Il venait de créer un compétiteur en disant non. C'est fou, il a dit non au client. Le client avait une opportunité, il avait un besoin à combler. Il fallait que ce soit comblé. Ouais. Bien, merci beaucoup, François. Merci, Louise. Merci pour ta générosité. Puis, merci. En tout cas, j'espère que vous avez eu beaucoup de nuggets, comme on dit en anglais, dans cette entrevue-là. Puis, je te souhaite vraiment... il y a 3 livres, hein, entre autres. On ne les a pas avec nous, devant nous, là. Mais il y a Être entrepreneur, apprendre, c'est ça, le premier que j'ai lancé qui s'appelle Apprendre ou à laisser, que j'ai lancé en 2014. Oui. Et là, je viens de le sortir du marché parce que je veux le rééditer. Okay. Donc, j'en ai ici, puis les gens, j'en amène dans les salons où je vais. Le deuxième, qui est l'entrepreneuriat, c'est difficile, point. Et le troisième, ça s'appelle Qu'est-ce que j'en pense? Donc, c'est 30 sujets d'actualité québécoise. Qui sort le 30 octobre. Qui sort le 30 octobre. OK. Super. Ouais. Bien, merci beaucoup, puis au plaisir. Puis, c'est Internet? FrançoisLambert.com.
.one. Ça fait prétentieux, Point one. one. OK? Ah, c'est bon! Je l'admets, là, mais françoislambert.com était pris, françoislambert.inc était pris, tout était pris. Puis .one est un nouveau nom de domaine. OK. Et je l'ai pris, puis j'ai fait comme, je sais, je vais me faire niaiser, m'ordonne un prétentieux, mais c'est comme ça, il était juste disponible. Et c'est OK. françoislambert.one. Excellent. Bon, ben super. Fait au plaisir. Bye bye. Merci.